Bonjour. Sur cette chaîne, je parle souvent de révolution, de socialisme, de communisme, sauf que en fait, c'est pas vraiment très clair souvent ces concepts dans la tête des gens. On se demande, d'accord, une révolution c'est bien, j'aimerais bien, mais à quoi ça correspond exactement? Comment on fait pour faire une révolution? Qu'est-ce que c'est le socialisme? À quoi ça va ressembler? Etc. C'est difficile de se l'imaginer pour que ça semble un petit peu plus réalisable, de comprendre que d'accord, ah oui, c'est concret en fait, ça peut se passer. Et le meilleur moyen pour répondre en fait à ces questions, c'est d'étudier les expériences historiques du mouvement ouvrier, de voir comment ça s'est passé, de voir quels ont été les échecs, les erreurs, mais aussi les succès du mouvement ouvrier pour en tirer des leçons, pour comprendre comment ça peut se passer, pour comprendre quelles sont les différences entre un contexte d'une autre époque et le contexte actuel, entre différents pays. Il n'y a que par ce moyen qu'on peut se faire une idée de qu'est-ce qui va être le chemin vers le socialisme, de comment la lutte doit être menée pour atteindre la victoire. Donc en somme, je ne peux pas vous expliquer, vous prédire comment ça va se passer, je ne peux pas vous dire il va y avoir ça, 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 il faudra faire ça, etc. Ça c'est évidemment impossible. Mais j'ai envie d'essayer de vous partager une sorte un peu de schéma type de la révolution à partir des expériences précédentes, d'essayer de donner une idée de manière à ce que ça devienne un petit peu plus concret dans votre tête, que vous puissiez vous l'imaginer et vous dire « Ah mais oui, c'est possible en fait. C'est pas facile, mais c'est possible. » Et de comprendre comment il faut mener la lutte. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut pas se dire « Ah d'accord, ça va exactement se passer comme ça », parce que évidemment que non. Mais ça vous donne une idée générale en fait. Alors déjà, comment ça commence? Eh bien, les révolutions, elles arrivent, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas nous qui pouvons les déclencher. Les révolutions, elles arrivent quand la frustration, la colère s'accumulent dans la société à un point tel que la révolte se déclenche. Régulièrement, les gens se révoltent. Ils commencent à remettre en question le système, à organiser des grèves, à occuper leur lieu de travail, etc. Spontanément déjà, ces révoltes peuvent aller assez loin. En mai 68, en France par exemple, le gouvernement se retrouvait privé de son pouvoir pendant tout un moment donné. Et même après de longues périodes sans troubles apparents, des fois on entend souvent dire que bon, mais maintenant de toute façon les gens c'est trop des moutons, ils ont laissé tomber, ils vont plus avoir de conscience de la lutte, ils vont plus organiser de grève, il faut trouver autre chose, etc. Sauf que c'est faux. Bloquer l'entrée des profits par la grève organisée, généralisée, reconductible, ça reste le meilleur moyen de lutte contre le capitalisme. Et des grèves, il en éclate régulièrement, même si évidemment on entend peu parler dans les médias, mais en réalité, il y en a toujours. Et il y en a de plus en plus quand la colère commence à vraiment s'accumuler. Et pour ceux qui en doutaient encore, qui n'arrivaient plus, qui se disaient que de toute façon il n'allait plus rien se passer, qu'il n'y allait plus avoir de révolte, etc., eh bien je pense que l'année 2019 nous a donné un très bel exemple de contradiction de cet argument, puisque des révoltes ont éclaté absolument partout dans le monde, que ce soit à Hong Kong, en Algérie, au Soudan, au Liban, en Iran, en Irak, à Haïti, au Chili, en Équateur, en Bolivie, en Colombie, etc. Et même, dans une certaine mesure, en France, avec le mouvement des Gilets jaunes et des grèves à répétition qui ont duré. Mais sans organisation révolutionnaire, bien souvent, la révolte va commencer à s'essouffler, et les réformistes, par des moyens divers et variés, vont essayer de trouver un moyen pour établir le capitalisme. On peut considérer, en temps normal, que les humains ont tendance à plutôt préférer laisser les choses comme elles sont et refuser le changement tant qu'ils ne sont pas devant l'absolue nécessité de ce changement, de faire un renversement. Et les dirigeants réformistes, ils vont justement profiter de cette habitude-là et essayer de l'appuyer, c'est-à-dire ils vont essayer d'inciter à garder son calme, à rester patient, à être plus pacifiste, à essayer de mener une politique de coalition avec la bourgeoisie. Et c'est toujours eux, du coup, qui vont être en premier les dirigeants, puisqu'ils vont dans cette habitude-là. A l'inverse, eux, les militants révolutionnaires, vont chercher à forger un peu la conscience des masses à partir de leur expérience au jour le jour. Ils vont faire en sorte de montrer l'impasse du capitalisme et la nécessité absolue de le renverser pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer de répondre à nos besoins. On en vient donc à un autre pilier extrêmement important d'une révolution, l'outil nécessaire pour mener à la victoire, le parti. Le parti qui fait souvent beaucoup débat. Le but du parti, c'est de former une couche de militants
qui va étudier le mouvement ouvrier, qui va tirer les leçons nécessaires pour comprendre comment on mène une révolution, comment on gagne une révolution. Ensuite, le parti va chercher à s'étendre au maximum au sein de la classe ouvrière, que ce soit par des biais politiques, syndicaux. Il va chercher à s'enraciner réellement dans le mouvement, dans les masses, de manière déjà à pouvoir représenter l'état d'esprit des masses dans la réalité, mais aussi à être audible, à être entendu, à être de plus en plus connu et reconnu, et bien évidemment de pouvoir organiser les luttes à venir, de pouvoir organiser les grèves, de pouvoir avoir un rôle dirigeant et concret. De cette manière, il va faire passer ses analyses, ses perspectives, son programme, ses mots d'ordre, dans le but de montrer à la classe ouvrière sa justesse et sa détermination dans le chemin de la révolution. Contrairement à des idées reçues, le parti ne peut pas et ne veut pas prendre la direction du mouvement sans l'accord de la classe ouvrière. D'ailleurs, au contraire, ce sera toujours les réformistes qui auront en premier lieu la plus grande autorité, la plus grande influence auprès des masses lors d'un mouvement révolutionnaire. Dans ce cas-là, le rôle des révolutionnaires, c'est pas de jouer les puristes, c'est pas d'être absolument coupé des masses et de dire nous, on est les vrais révolutionnaires, il faut compter sur nous, etc. Mais tout de même, c'est de dénoncer les réformistes, de dénoncer leur politique de conciliation au fur et à mesure, dans la perspective d'accompagner les masses dans leur désillusion face à ces réformistes, face à ces dirigeants qui en fait ne coupent pas avec le capitalisme. Bon, ensuite, dans une révolution, il y a des organes démocratiques qui vont se former. Et s'ils ne se forment pas, en général, il faut appeler à ce qu'ils se forment, puisque c'est vraiment des outils extrêmement importants de la lutte. Ça peut prendre différentes formes et noms, des conseils, des assemblées, des soviets, comme en Russie, mais dans tous les cas, ça consiste en un rassemblement de travailleurs et de travailleuses sur les lieux de travail, au sein des quartiers, au sein des villes, à différentes échelles donc, qui sert à discuter de la politique actuelle, la situation, qui va prendre des décisions, qui va débattre, qui va voter des délégués pour mettre en place les décisions qui auront été votées auparavant, etc. C'est vraiment l'organe démocratique, décisionnaire, organisateur de la lutte. C'est également au sein de ces organes que les différents groupements politiques vont pouvoir se confronter, vont pouvoir débattre, vont pouvoir montrer leur désaccord aux yeux de tous, et ce sera à la classe ouvrière, aux masses, de décider lesquels sont les plus dignes de confiance, lesquels elle veut comme dirigeants, quel programme, quelle politique elle décide de suivre. Au début, comme on l'a dit, les réformistes vont attirer en premier la confiance et être les premiers à être élus si nécessaire, etc. Ils vont alors s'empresser de former un gouvernement de coalition avec la bourgeoisie sans remettre en question le système. Dans ce cas-là, les révolutionnaires vont chaque fois dénoncer les marques de soumission à la bourgeoisie qu'ils vont pouvoir montrer jusqu'à ce que la classe ouvrière commence à vouloir rompre avec eux, se radicalise et les rejette. Les révolutionnaires communistes vont alors appeler la classe ouvrière à former un gouvernement ouvrier, de manière à empêcher la bourgeoisie de lui reprendre son pouvoir. Car après les réformistes, la bourgeoisie a en réalité d'autres cartes en main, notamment la répression armée. Alors en réalité, c'est pas du tout une carte qui est simple à jouer, puisque l'esprit révolutionnaire, la contagion révolutionnaire va toucher l'armée. Et beaucoup de soldats vont refuser de se battre pour la bourgeoisie, vont refuser d'attaquer les manifestants, dont font partie en général leur famille, leurs proches, toute leur famille ne fait pas partie de l'armée. Donc l'armée est souvent très difficile à mobiliser, et cette contagion révolutionnaire, elle dépasse également les frontières. Donc ça peut aussi immobiliser les autres armées. Pour autant, si c'est possible, la bourgeoisie va aller chercher les dernières couches de fidèles, les bandes fascisantes, les plus hauts gradés, etc., tout ce qu'elle peut récupérer, pour former une armée qu'elle va envoyer pour écraser dans le sang la révolution. Face à cette menace, on pourrait avoir du mal à le croire, mais en réalité, la meilleure arme des révolutionnaires reste encore la propagande révolutionnaire, c'est-à-dire convaincre en fait les soldats ennemis que leur intérêt est dans la révolution, que l'intérêt de leurs proches, de leur famille également, qu'ils auront plus intérêt à rejoindre les militants, les révolutionnaires, plutôt que de rester du côté de la bourgeoisie qui est vouée à l'échec. C'est par ce moyen, en disloquant l'armée ennemie avec un bon programme fort, qu'on peut gagner le combat de la manière la plus pacifique possible. Mais c'est également le moment, si ça n'a pas encore été fait,
d'inciter la classe ouvrière à créer des milices armées ouvrières avec des dirigeants élus et révocables à tout moment. Dans cette situation, les dirigeants réformistes vont toujours s'opposer à armer la classe ouvrière et c'est, si nécessaire, une occasion nouvelle de dénoncer leur trahison. Mais de toute façon, il n'y a rien à attendre des dirigeants réformistes ou de quelques dirigeants que ce soit pour armer la classe ouvrière, puisque c'est déjà elles qui créent les armes, qui les fabriquent, qui les transportent, ou même qui les utilisent au sein de l'armée. Ce qu'il faut, c'est inciter la classe ouvrière elle-même à réquisitionner les armes pour les utiliser quand c'est nécessaire. Déjà, je pense qu'avec tout ça, on voit qu'une révolution, ça ne s'invente pas vraiment, qu'il vaut mieux qu'il y ait une couche de la population qui ait déjà bien étudié le mouvement révolutionnaire, qui ait étudié les dynamiques, les dangers, les obstacles qu'il va y avoir pour y être préparé. Et cette couche de la population, c'est ce qu'on appelle l'avant-garde, en fait le parti révolutionnaire. Et sans cette avant-garde, on ne dépasserait pas ce stade. À vrai dire, il y a déjà très peu de chances qu'on atteigne ce stade. On a donc parlé de former un État ouvrier. Cet État ouvrier, il sert à faire face aux attaques de la bourgeoisie qui ne lâchera jamais le combat avant d'avoir été complètement anéantie par une révolution mondiale. Sinon, elle ne cessera d'essayer tous les moyens possibles qu'elle a en main pour détruire la révolution par fourberie, par la violence, par les sanctions économiques, par le sabotage, tout ce qu'elle trouvera. Et cet État, en fait, il est tout simplement formé de délégués élus au sein des conseils, au sein des soviets ou de quel que soit le nom, pour former un conseil national qui s'occupera tout simplement de ce qui doit être géré au niveau national. On parle donc de l'économie, parce que je ne suis pas encore trop revenue dessus, mais en faisant la grève, les salariés, les travailleurs prennent conscience de leur pouvoir économique, de leur rôle dans la production. Après avoir fait la grève, ils vont pouvoir commencer à reprendre l'économie, la production, à leur compte, c'est-à-dire continuer de produire, de fabriquer des marchandises, de les transporter, de les mettre en rayon, de les vendre, et de centraliser les bénéfices pour ensuite redistribuer les salaires sans les capitalistes. Si vous voulez, c'est un peu comme des coopératives, mais avec une gestion commune, centralisée, de manière à avoir une production rationnelle, en cohésion avec les vrais besoins, et une répartition des salaires équitable. Les travailleurs vont alors pouvoir commencer à fixer les prix et petit à petit, en fait, reprendre en main toute l'économie en expropriant les capitalistes. En fait, simplement en reprenant l'outil de travail qu'ils utilisaient déjà, mais avec l'union de tous les travailleurs, ils vont pouvoir reprendre le contrôle dessus. De la même manière, il va falloir exproprier les banques, puisqu'on ne contrôle pas l'économie si on ne contrôle pas les banques. Et en fait, l'État va servir à organiser toute cette gestion d'ensemble. Mais aussi sur le plan militaire, avec l'organisation des milices de l'armée, l'organisation de la répression contre les contre-révolutionnaires ou contre la bourgeoisie, etc. Ce genre de choses. Maintenant, on peut se demander qui doit être dans ce gouvernement. Alors comme on l'a dit, au cours de la Révolution, les différents groupes politiques vont se confronter pour savoir lesquels sont les plus aptes à diriger, lesquels sont les plus dignes de confiance, lesquels sont les plus sincèrement révolutionnaires, et surtout lesquels ont fait leur preuve dans l'action, dans le mouvement réel. Les militants, organisés depuis un moment, étudient la question révolutionnaire depuis des années. Il ne faut pas être étonné qu'ils soient en général les plus appropriés pour être élus à ces responsabilités-là. D'autant plus que lors de tels événements, les rangs du parti révolutionnaire vont largement grossir. Beaucoup de gens vont vouloir apprendre, vont vouloir s'organiser, vont rejoindre les rangs du parti, surtout quand le parti a vraiment fait ses preuves. Et même au sein des militants des autres organisations, ils peuvent changer en fait, ils peuvent vouloir rejoindre celui qui a été le plus encourageant, en fait, celui en qui on a le plus confiance. Et c'est souvent le cas, par exemple, dans la révolution de 1917, après l'insurrection d'octobre, beaucoup de militants ont rejoint le parti bolchevique, y compris des militants d'autres organisations à la base. On a souvent un réflexe qui vient de nos démocraties bourgeoises d'avoir l'impression qu'un gouvernement plus démocratique serait un gouvernement plus diversifié. Mais en réalité, c'est faux, puisque c'est pas en ayant des représentants contre-révolutionnaires dans un État ouvrier que ce serait plus démocratique, et ce serait encore moins plus efficace. Cependant, je ne suis pas en train de dire qu'une personne qui est sincèrement révolutionnaire, mais qui ne fait pas partie d'aucun parti, syndicat ou rien, ne peut pas être élue à un gouvernement révolutionnaire, un gouvernement ouvrier. Au contraire, si la personne montre une véritable volonté, une véritable capacité, compétence, alors il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas élue. Notre but, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas de faire une dictature d'un parti,
mais bien une dictature du prolétariat. Donc de prendre les meilleurs éléments pour former ce gouvernement. Ceux qui sont le plus déterminés à mener la révolution jusqu'au bout. D'ailleurs, il faut savoir qu'au sein du parti, il y a une démocratie. Il y a différentes tendances qui peuvent se confronter déjà à l'intérieur. Et donc même s'il y a extrêmement majorité, voire complètement des représentants d'un même parti au sein de cet État, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de démocratie, puisqu'il y en a déjà à l'intérieur du parti en question. Maintenant, il faut voir que dans notre société, en France par exemple, l'État, c'est largement, on pourrait dire, un peu prolétarisé, dans le sens où il regroupe le fonctionnariat, en fait, regroupe plein de différents postes d'employés plutôt modestes, et ce n'est plus seulement une couche bureaucratique ultra privilégiée. Dans ce sens, c'est de plus en plus simple pour la classe ouvrière de prendre l'État, étant donné que c'est déjà elle qui gère quasiment tout. Dans un État ouvrier, les salaires seraient limités à tous les niveaux, et tous les employés seraient élus et révocables. Cela dit, une des tâches du socialisme, c'est de former tout le prolétariat à être capable d'assumer n'importe quelle tâche dans la société. N'importe qui devrait apprendre à être capable de prendre en main la gestion, la production, la répartition, la comptabilité, l'organisation des moments démocratiques, etc. Dans le but que, le plus rapidement possible, tous les postes puissent aisément tourner dans la société afin qu'aucune couche bureaucratique puisse se former. À ce sujet, Lénine il disait chaque cuisinière doit apprendre à gouverner l'État. Et il disait également quand tout le monde est un bureaucrate, plus personne n'est un bureaucrate. Alors c'est assez amusant comme formulation, mais en fait il s'agit exactement de ce que j'ai dit, de former au maximum tout le monde à être autant capable de diriger par exemple l'économie que de récurer les toilettes. De cette manière, personne n'est bloqué à un poste, personne ne peut légitimement dire qu'il mérite lui d'être à un poste et pas à l'autre, vu que tout le monde devrait être capable de tourner à tous les postes. Donc maintenant que notre évolution s'est solidifiée, il faut que ce processus se passe dans d'autres pays. Parce que le socialisme n'est un système qui ne peut fonctionner qu'à l'échelle mondiale. Il ne peut pas fonctionner de manière isolée, et ça tombe bien, puisque de toute façon, les périodes révolutionnaires vont toujours toucher différents pays. Car le système capitaliste est lui-même un système mondial, et chaque fois qu'il se passe quelque chose à un endroit, ça a des répercussions sur tous les autres pays. Qui plus est, la révolte au sein d'un pays ne laisse jamais indifférent. Au minimum, ça touche les pays frontaliers. Et même, ça peut être l'étincelle nécessaire au déclenchement d'une révolution dans les pays adjacents. Mais encore, quand les travailleurs ont réussi à prendre le pouvoir dans un pays, ils peuvent envoyer de l'aide dans des autres pays pour aider les autres classes ouvrières, en faisant de la propagande, en envoyant des militants, en partageant leur expérience, en envoyant même peut-être du matériel, etc. Mais au final, en général, c'est surtout le niveau de préparation et la qualité du parti révolutionnaire qui sera déterminant dans la victoire des révolutions. Et c'est toujours ce que l'histoire nous a montré, et c'est pour ça que vraiment j'insiste là-dessus, c'est ce qui est très très important. Donc il s'agit de tenir jusqu'à ce que les autres pays fassent la révolution et la solidifient. Et c'est un travail commun, c'est pas chacun dans son coin. C'est de cette manière que la classe ouvrière deviendra suffisamment puissante pour ne plus craindre nulle part la bourgeoisie. Maintenant, il faut savoir que le processus révolutionnaire ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que tout va soudainement changer radicalement. Tant qu'il existe encore un État qui doivent protéger la révolution, qui doivent gérer la transition d'un système à un autre, tant qu'il existe encore une part de marché ou de capitalisme quelque part, tant que la classe ouvrière doit encore travailler à instaurer les bases matérielles du communisme, alors on parle seulement de socialisme, ou aussi de dictature du prolétariat, dans le sens où on empêche la bourgeoisie de reprendre le pouvoir. Mais quand il n'y a plus de classe, que la classe dominante a été complètement anéantie par une révolution mondiale, que chacun participe à la société selon ses capacités et prend le nécessaire selon ses besoins, qu'il n'y a plus besoin de l'argent pour gérer la répartition des ressources, quand tout n'est plus qu'une question d'organisation, de centraliser les besoins, de répertorier et répartir le travail nécessaire pour y répondre, sans système de coercition, naturellement, démocratiquement, quand tout le monde peut discuter, participer à la démocratie, décider de qu'est-ce qu'il faut faire à tous les niveaux de la société, sur tous les sujets, qu'on va voter des décisions, qu'on va élire des délégués qui vont mettre en pratique ces décisions, quand tout le monde sera égaux, que la société s'adaptera aux besoins de tous, que les oppressions n'auront plus de raison d'être, que la protection de l'environnement se fera naturellement, alors on aura à travailler
et à produire que le nécessaire, juste ce qu'il faut pour vivre bien, ni plus, ni moins, laissant aux humains le temps de s'épanouir, de profiter de la vie, de se développer dans différents domaines, d'être capable de prendre des responsabilités dans différentes activités, à la fois dans ce qui est nécessaire, par exemple gérer la cantine, le ménage, etc., mais aussi dans ce qui nous plaît, ce qui nous fait juste plaisir, s'émanciper grâce à l'art, à des activités de loisirs ou quoi que ce soit. Cette société-là, c'est le communisme. Et donc encore une fois, tout ce que je vous ai décrit là, c'est pas exact, ça va pas exactement se passer comme ça, c'est pas parfait, mais c'est juste pour vous donner une idée que oui, c'est possible, qu'on peut se l'imaginer et que ce sera différent, mais on peut y arriver.